Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir à cette nouvelle conférence de l'Observatoire franco-russe. Nous avons l'honneur, le plaisir, le privilège d'avoir avec nous ce soir Kevin Limonier. Kevin Limonier est géographe de formation. Il est maître de conférence à l'Université Paris 8, chercheur à l'Institut français de géopolitique. Kevin est également un ami de l'Observatoire. On s'enorgueillit ici. Il a déjà beaucoup collaboré avec nous et il a publié, écrit récemment, ce petit ouvrage, Runette, géopolitique du cyberespace russophone. Quelques mots sur la collection, peut-être avant de parler de l'ouvrage lui-même. L'Observatoire a lancé, voici, il y a 2 ans, avec les éditions de l'Inventaire, représentée ici par sa présidente Anne Koldefy, une collection intitulée Carnet d'Observatoire, qui vise à passer en revue les grands sujets russes du moment, les sujets sur lesquels on parle beaucoup, on entend beaucoup de choses, parfois aussi beaucoup de bêtises, qui intéressent beaucoup de monde. Nous avons déjà sorti des volumes sur la géopolitique du gaz, sur la politique russe au Moyen-Orient, avec Igor Delannoy, et donc il s'agit du 4e volume sur le cyberespace russophone. Alors, il n'a échappé à personne, et ça explique aussi sans doute l'importance de l'assistance de ce soir, c'est un sujet d'actualité brûlante et sensible. On a tous à l'esprit, entre autres, les accusations dont fait l'objet la Russie en lien avec les élections américaines de 2016. On a également le souvenir de mise en garde, d'accusations aussi peut-être, en France, lors de la campagne présidentielle de l'année dernière. Il y a eu d'autres épisodes plus récents, en Ukraine, en Suisse aussi, où on a beaucoup parlé de hackers russes. Il y a donc l'image d'une cyberpuissance russe menaçante, et parmi les questions qu'on va se poser, et auxquelles j'espère que Kevin va répondre, vous aider à avoir plus clair, il y a celle-ci: est-ce que cela correspond à la réalité? Est-ce qu'il y a effectivement une menace russe dans le cyber? Quelle est la politique de l'État russe dans ce domaine? Quel est le jeu des acteurs? Quels sont les enjeux économiques ici en Russie, puisqu'on sait qu'il y a une filière économique, des acteurs économiques puissants, publics et privés. Voilà un peu les grands sujets sur lesquels nous souhaitions avoir ton éclairage au-delà de cet ouvrage qui constitue un peu le prétexte et la base de notre réunion de ce soir. Cher Kevin, tu as la parole pour 30-40 minutes, et ensuite nous aurons un échange avec la sœur. Bien, merci. Tout d'abord, merci. Bonsoir à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à remercier la Chambre de commerce, bien évidemment, pour son aimable invitation. Et bon, c'est toujours un plaisir de revenir à Moscou, déjà d'une part, parce que j'ai pas tous les jours l'occasion de pouvoir venir passer un petit peu de temps ici. Et surtout, je voudrais aussi remercier le travail qui a été fait, le formidable travail éditorial qui a été fait autour de cet ouvrage. Voilà, je salue Anne Koldefy tout ici pour vraiment l'impressionnant travail éditorial, je le répète, qui a été fait autour de ce petit livre. Alors, j'ai un petit peu réfléchi à la manière dont j'allais aborder le sujet ce soir. Je me suis dit, est-ce que je me lance dans un résumé de l'ouvrage? Non, ce n'est pas la peine, parce que j'ose espérer que soit vous l'avez lu, soit vous le lirez, ou enfin, bon, bref, en tout cas, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, justement, si c'est écrit. C'est peut-être pas pour que je répète les mêmes choses. Donc j'ai voulu aller un petit peu plus loin et essayer d'abord de vous présenter le contexte dans lequel cet ouvrage a été écrit, parce qu'il est intéressant pour comprendre les objectifs que je me suis fixés sur cet ouvrage. Le contexte, il tient sur les 3 mots qui sont les mots-clés du titre, du sous-titre de cet ouvrage, puisque le titre rue.net a d'ailleurs été trouvé par mes étudiants et mes doctorants, que je salue au passage, puisque j'étais à court de titre. Je leur ai dit, est-ce que quelqu'un a une idée? Et quelqu'un m'a sorti rue.net, et j'ai dit, allez, banco, on fait ça. Géopolitique du cyberespace russophone. Chaque mot est important ici, bien évidemment, géopolitique, cyberespace et russophonie. Alors, je ne vais pas me lancer dans une définition académique de chacun de ces termes, parce que l'objectif n'est pas ici de faire un cours en amphi, mais je voudrais quand même revenir un petit peu sur la définition de chacun de ces termes, qui est très importante parce qu'elle est soumise à énormément
d'incertitude de mes interprétations et donc bien évidemment de manipulation. Alors, la géopolitique telle que je l'envisage et telle que nous l'envisageons au sein de notre institut, l'Institut français de géopolitique, est issue de la pensée d'Yves Lacoste, qui est d'ailleurs toujours de ce monde, plus de 90 ans. Yves Lacoste, que vous connaissez peut-être, qui est un grand géographe français, qui a notamment écrit un ouvrage qui a fait date, La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, qui est à l'origine de la revue Hérodote, qui est la revue qui est éditée par l'Institut français de géopolitique, dont je rappelle d'ailleurs qu'un des derniers numéros est consacré à la géopolitique de la Russie, donc vous pouvez le consulter si le cœur vous en dit. Il y a de très bons articles et certains auteurs dans la salle, au moins un. Deux, trois même, en comptant moi. Donc cette géopolitique telle que nous essayons de la construire, depuis Yves Lacoste et avec toute une nouvelle génération de chercheurs, c'est... Comment expliquer ? C'est vraiment une méthode de représentation des savoirs stratégiques, puisque notre objectif, nous sommes des géographes, c'est de produire des cartes. À la base, nous sommes faits pour ça, nous travaillons pour ça, en tant que géographes, nous produisons des cartes. Or, les cartes sont des supports stratégiques, ce sont les supports à partir desquels on va lire le monde, et à partir desquels les décideurs, depuis des siècles, choisissent certaines options sur des cartes qui peuvent d'ailleurs être faussées, qui peuvent être manipulées, qui peuvent être modifiées. Et donc notre objet de recherche principal, c'est comment est-ce que la carte, comment est-ce que la géographie est un objet de pouvoir. Comment est-ce qu'une entité, quelle qu'elle soit, que ce soit un État, une entreprise, une ONG, un groupe terroriste, utilise la géographie et utilise le territoire afin d'asseoir son influence, afin d'asseoir son pouvoir, afin d'asseoir son contrôle. Ça, c'est la géopolitique classique telle que Lacoste l'a développée à partir des années 70. Avant, la géopolitique, c'était pas ça. Vous avez sans doute entendu parler de la géopolitique allemande, notamment, qui était la géopolitique du Troisième Reich, qui était là une géopolitique non pas de déconstruction et non pas de réflexion, mais qui était bien une géopolitique de construction d'une mythologie territoriale à même de mobiliser dans un projet politique, celui de l'espace vital allemand, de mobiliser l'appareil militaro-industriel. Nous ne sommes pas du tout dans cette optique-là. Ici, au contraire, nous sommes dans l'optique différente. Nous essayons de comprendre comment est-ce que des entités vont utiliser le territoire pour asseoir leur pouvoir. Ceci étant dit, vous me direz, le cyberespace n'est pas un territoire. Le cyberespace, on ne peut pas le toucher. Je ne peux pas le cartographier de fait, puisqu'il n'existe pas, il est partout et nulle part à la fois, et la question philosophique d'ailleurs qui est derrière, les philosophes qui travaillent là-dessus, c'est comment représente-t-on l'immatériel ? Comment est-ce qu'on va utiliser les données issues du big data, par exemple, pour produire des cartographies, on appelle ça des cartographies algorithmiques, pour nous permettre de comprendre un petit peu les choses, etc. etc. Donc le postulat duquel nous sommes partis pour... je dis nous parce qu'il y a toute une équipe de recherche derrière, je ne suis pas tout seul, et ça c'est le fruit de plusieurs années de travail, mais aujourd'hui il y a tout un collectif qui s'est monté autour de ces questions. Et le postulat de départ, si vous voulez, c'est comment est-ce que le cyberespace est devenu un espace de projection de puissance pour certaines entités, et notamment pour la Russie. Comment est-ce que la Russie, entité politique, historique, culturelle, ce que vous voulez, gouvernement, etc., utilise aujourd'hui le cyberespace comme espace de projection de sa puissance? Autrement dit, comment est-ce que la Russie va utiliser l'espace numérique pour influencer ses adversaires, pour faire à ses adversaires quelque chose que ses adversaires ne veulent pas qu'ils fassent? Bref, comment la Russie utilise tout cela pour contraindre, pour coopérer, pour dialoguer, bref, comment elle l'utilise pour peser dans les rapports de force mondiaux. C'est la question absolument fondamentale que nous nous posons, et c'est la question à laquelle j'ose espérer, cet ouvrage ne répond pas, bien évidemment, mais j'ose espérer que cet ouvrage au moins apporte des pistes de réponse et apporte, ouvre des questions et donnera des idées à certains autres, peut-être pour aller plus loin, pour participer un peu plus à la discussion, puisque la Russie aujourd'hui a un rôle extrêmement particulier dans le cyberespace. Je reviendrai après sur la définition du cyberespace, qui est elle-même sujette à beaucoup de mésinterprétations et qu'il faut manipuler avec la plus grande précaution. La Russie a un rôle particulier à bien des égards.
Déjà, la Russie est au centre de la masse continentale eurasiatique, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, et de ce fait, elle est aussi au centre d'un jeu d'échange depuis très longtemps. C'est pas moi qui ai inventé ça, hein. C'est Art Mackinder le disait déjà à la fin du XIXe siècle. La Russie, c'est le heartland, c'est-à-dire le cœur des terres, le cœur de cette masse continentale eurasiatique. Et Mackinder, qui s'est passablement trompé en disant que l'ouverture du transsibérien mènerait la Russie à la première place des puissances mondiales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la maîtrise de cet espace vide au milieu des pôles économiques européens et asiatiques lui donne une puissance considérable. Et aujourd'hui, avec les circulations de données, il y a de nouveaux types d'autoroutes qui sont en train de voir le jour, qu'on appelle les dorsales fibres optiques. Et ces dorsales fibres optiques qui relient notamment l'Europe à l'Asie, par où passent-elles? Elles passent notamment par la Russie. Et elles passent notamment par le tracé du transsibérien. Si vous regardez un petit peu, il y a notamment une dorsale, j'en reparlerai tout à l'heure, qui s'appelle la TEA, Trans-Europe-Asie, qui a été inaugurée en 2005 et qui a véritablement mis la Russie au centre du jeu eurasiatique sur l'échange des données, puisque jusque-là, la grande route la plus utilisée pour échanger des données entre l'Europe et l'Asie, c'est l'ancienne route des Indes, l'ancienne route des épices, celle qui passe par Suez, la mer Rouge, le sud de l'Inde, le détroit de la Sonde, Singapour, et qui ensuite remonte sur la Chine et l'Asie en général. Or, aujourd'hui, la route la plus courte, c'est la Russie. C'est la Russie, et de fait, rien qu'en termes d'infrastructure, la Russie a un rôle très important à jouer dans ces mécanismes d'échange de données. Ça, c'est une première dimension. La deuxième dimension, pour laquelle la Russie joue un rôle très important aujourd'hui dans le cyberespace et joue un rôle très important pour la gouvernance de l'Internet, j'en reparlerai après, c'est que ce pays dans lequel nous nous trouvons est une exception. Dans la mesure où il s'agit du seul pays au monde qui a réussi à développer, sans politique contraignante, a réussi à développer un écosystème spécifique de plateformes d'intermédiation. Alors je m'explique. Qu'est-ce qu'une plateforme d'intermédiation? Une plateforme d'intermédiation, c'est ce que vous utilisez tous les jours pour interagir en fait, entre vous, c'est-à-dire des réseaux sociaux, c'est-à-dire des applications type WhatsApp, c'est-à-dire des outils, bref, qui vous permettent d'utiliser des périphériques et des matériels techniques afin d'interagir avec vous, ou alors d'interagir avec des bases de données, des algorithmes, etc. Typiquement, ce qu'on appelle plateforme d'intermédiation aujourd'hui sont les moteurs de recherche, réseaux sociaux, etc. La Russie est aujourd'hui le seul pays au monde à avoir un écosystème spécifique, vous le connaissez, Yandex, VK, Mail.ru, il y en a plein d'autres, et c'est bien unique au monde ça, puisque, et j'insiste là-dessus, dans la mesure où même l'écosystème chinois est différent, dans la mesure où l'écosystème chinois a été développé pour répondre à un objectif du gouvernement qui était celui de bloquer l'Internet en Chine, de le contrôler et donc de substituer aux GAFA, qui sont les grandes plateformes d'intermédiation internationales et américaines, GAFA pour Google, Amazon, Facebook et Apple. La Chine a développé des alternatives, mais par défaut, si j'ose dire, parce que les plateformes américaines n'étaient pas disponibles, on ne souhaitait pas qu'elles soient disponibles dans le pays. En Russie, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En Russie, comme vous le savez, ces plateformes se sont développées par les lois de la concurrence, par des politiques d'innovation audacieuses. Elles se sont aussi développées à cause du désintérêt manifeste que les grandes entreprises occidentales du net ont marqué à l'égard de la Russie dans les années 90 et jusqu'au tout début des années 2000. Elles ont réussi aussi grâce, d'une certaine manière, aux politiques mises en place par Dmitri Medvedev lorsqu'il était président. Bref, on a cet écosystème donc, qui est totalement spécifique. Et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un écosystème spécifique? Ça veut dire que vous êtes maître de vos données. Et ça, c'est très important. J'imagine que vous utilisez tous ici un certain nombre d'applications, Facebook, WhatsApp, qui fait d'ailleurs partie de Facebook, Google, vous avez une adresse Gmail, enfin, tout un tas de choses. Les données que vous produisez en interagissant avec ces plateformes-là sont ensuite stockées dans des serveurs qui sont généralement situés soit aux États-Unis, enfin, dans le cloud, soit aux États-Unis, soit en Europe, soit ailleurs, mais qui, en tout cas, ne vous appartiennent plus et surtout, échappent au contrôle de la législation de l'État dont vous êtes le ressortissant, c'est-à-dire, en l'occurrence, je m'adresse ici aux citoyens français, en l'occurrence la France.
Et vous savez combien nous avons de problèmes aujourd'hui à essayer de faire respecter certaines législations par les GAFA, notamment lorsqu'il s'agit par exemple de lutte antiterroriste. On se souvient que Bernard Cazeneuve était allé à la Silicon Valley il y a quelques années justement pour essayer de voir ce qui pouvait être fait, mais tout ça a été sur la base du volontariat. Il n'y avait pas de possibilité de dialogue, enfin il n'y avait pas de possibilité de discussion entre un État et une plateforme. Nous étions entre des acteurs qui discutaient de manière proprement d'égal à égal, et ce qui, pour un esprit jacobin comme le mien, peut être assez choquant, puisque je considère que la puissance étatique doit être un petit peu au-dessus des intérêts privés, un petit peu, pas trop, un peu quand même. Et ce qui est sûr, c'est qu'en Russie, l'existence de cet écosystème spécifique, qui est en fait le RUNET, RUNET, vous connaissez cette expression, de ces plateformes donc, qui sont spécifiques à l'espace russophone, je reviendrai après sur le terme russophone, pourquoi pas Russie tout simplement, donne un pouvoir, ou en tout cas donne à la Russie les moyens de certaines de ses ambitions. Certaines, pas toutes. Alors, attention, il ne faut pas non plus idéaliser la politique russe dans ces domaines-là. Pourquoi est-ce que ça lui donne les moyens de certaines de ses ambitions? Rappelez-vous, en 2014, il s'est passé un événement majeur qui a été un séisme pour absolument tous les acteurs du net et pour tous les acteurs de la société civile du monde entier. C'est l'affaire Snowden. Et c'est le moment où ce consultant de la NSA va révéler l'énorme programme de surveillance mis en place par la National Security Agency, donc la NSA, qui sont des services de renseignement technique des États-Unis, qui ont même surpris jusqu'aux centrales d'intelligence d'Europe occidentale, puisqu'il y a des déclarations qui existent aujourd'hui d'anciens responsables de la DGSE, par exemple, qui disent « On savait que les Américains faisaient de l'espionnage avec leur propre plateforme. C'est normal, vous avez vos données. Il serait extrêmement surprenant que les Américains n'en aient fait aucun usage. Mais on ne pensait pas que les Américains étaient allés aussi loin dans le perfectionnement de leur système de surveillance, puisque PRISM, le système de surveillance de la NSA tel que révélé à l'époque, c'est une sorte de super Google, si vous voulez. On tape votre nom et en fait, ça va piocher dans les bases de données, de Gmail, de Facebook, bref, toutes les bases de données privées qui sont accessibles par les autorités américaines au terme du Patriot Act, qui est lui-même produit du 11 septembre, en tout cas du post-11 septembre, et cette révélation a été un choc absolu pour le monde entier et a donné une certaine légitimité à la position russe sur la scène internationale et notamment sur la gouvernance du net. Pourquoi? Parce que depuis un bon moment déjà, la Russie, avec certains autres États, avançait le fait que Internet était sous domination américaine. Ce qui était de facto vrai, notamment en 2012, lorsque les Russes arrivent au sommet de l'Union internationale des télécoms de Dubaï et proposent que l'ICANN, qui est donc l'organisme de régulation des noms de domaine au niveau mondial, organisme qui en 2012 était de droit américain et en contrat avec le département du commerce américain, propose que l'ICANN devienne, ou en tout cas que les missions de l'ICANN soient dévolues au système des Nations Unies, et que l'Assemblée Générale des Nations Unies puisse avoir son mot à dire sur la régulation mondiale de l'Internet. À l'époque, tout le monde avait pris les Russes pour ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire pour des gens qui voulaient véritablement tout refermer, tout cloisonner, bref, puisque c'était l'argument des Américains. L'argument des Américains en 2012 était de dire on va certainement pas vous donner les clés de l'Internet parce que, réflexion très américaine, ce sont les déclarations officielles de l'époque, les démocraties sont en minorité dans le monde. Si nous remettons les clés de l'Internet mondial à l'Assemblée des Nations Unies, alors à ce moment-là, les régimes autoritaires vont en profiter pour faire passer tout un tas de normes de censure, et ça va être la porte ouverte à toutes les fenêtres, si j'ose dire. Et surtout, ça va être un moyen donc de contrôler l'Internet. Or, il ne faut pas faire ça, et Internet, c'est un bien commun à toute l'humanité. Nous, Américains, n'en sommes que les concierges, d'une certaine manière, mais les frontières n'existent pas sur Internet, c'est un monde de liberté, etc. etc. Bon. En 2012, ce discours est passé. Il passait parce qu'il n'y avait pas encore eu l'affaire Snowden. À partir du moment où on a eu l'affaire Snowden et où le monde a pris conscience du
poids qu'avait pris l'hégémonie américaine sur Internet, toutes les choses ont changé, le rapport de force a changé, et on a commencé à s'intéresser à un sujet extrêmement crucial qui est celui de la souveraineté des données, c'est-à-dire les données qui vous appartiennent à tout à chacun et qui sont votre propriété, pas toujours, notamment quand vous êtes sur Facebook, hein, vous déléguez, vous donnez un certain nombre de données à Facebook. La question de la souveraineté des données est devenue bien évidemment fondamentale. Et le fait que la Russie dispose de ses propres plateformes d'intermédiation, le fait qu'elle dispose de cet écosystème, lui donne un poids considérable que l'Europe n'a pas. Puisque l'Europe aujourd'hui n'a pas de plateforme d'intermédiation typiquement européenne. Si, il y a Blablacar, bon, qui est un succès européen, mais bon, c'est pas non plus Google si vous voulez, hein, c'est très pratique, mais enfin bon, ça n'a rien à voir. Si bien qu'aujourd'hui, l'Europe est dans une situation extrêmement exsangue de ce point de vue-là. Il y a eu en 2013 un rapport du Sénat français qui est sorti et qui portait ce titre très provocateur et que j'aime beaucoup, l'Europe, colonie numérique des États-Unis, point d'interrogation. Et à y réfléchir, nous sommes un peu dans un rapport de dépendance coloniale. C'est-à-dire que nous produisons des données, tout à chacun, qui sont donc des données qui appartiennent aux centrales américaines, Facebook, Google, etc. Ces données sont ensuite utilisées pour alimenter des algorithmes d'optimisation publicitaire, pour bref, tout un tas de choses qui nous sont ensuite revendues à prix d'or, d'une certaine manière. Et ça, si ce n'est pas un système colonial comme celui qui consistait à récolter le cacao en Côte d'Ivoire, à le traiter en France et à le revendre 4 fois plus cher ensuite aux locaux, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est bien évidemment une vision extrêmement provocatrice, et je ne dis pas que la Russie est la solution à ces choses-là, mais la Russie est le seul pays au monde aujourd'hui, à l'exception de la Chine, qui est encore un autre gros morceau, à pouvoir proposer des alternatives crédibles parce qu'ils ont les moyens de dire, par exemple, de prendre des lois comme celle sur la relocalisation des données de 2014, qui oblige désormais les services en Russie, les services d'hébergement ou d'intermédiation, à héberger sur le territoire russe les données qui appartiennent à des personnes physiques et morales russes. Ça, c'est quelque chose qui est impensable en Europe. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas le faire. C'est juste même pas possible, c'est même pas envisageable en termes de rapport de force, dans la mesure où ça voudrait dire que la totalité des données de Google appartenant à des citoyens français devrait être sur le sol français. Donc, alors, l'Europe est dans une autre position aujourd'hui, puisque nous avons décidé, et ça c'est une très bonne chose à mon avis, de produire des normes qui pourront éventuellement à terme devenir un modèle d'inspiration pour d'autres zones du monde. Je parle bien évidemment de la RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, qui prend le contre-pied total de ce qui se passe par exemple aux États-Unis, où les données deviennent de plus en plus un objet de commercialisation. Et là-dedans, la Russie a un véritable rôle à jouer, par ses plateformes bien évidemment, mais également sur les questions de souveraineté d'Internet. Puisque la Russie, vous le savez, est très attachée, pas que dans le cyberespace d'ailleurs, au principe de souveraineté, c'est même une constante de la diplomatie russe, au moins depuis les guerres de Yougoslavie, si ce n'est bien avant, on peut remonter bien avant, et notamment les affaires de Kosovo n'ont rien arrangé de ce point de vue-là. Et d'une certaine manière, la Russie a transféré dans le cyberespace ce discours de défense de la souveraineté. Or, comment fait-on de la souveraineté dans un espace immatériel et dans lequel les frontières sont absolument floues? C'est bel et bien la question. Alors, ça, ce sont pour les intérêts comment dire, le fait que la Russie a un rôle tout à fait particulier à jouer aujourd'hui au niveau mondial dans le cyberespace. Maintenant, venons-en quand même au cœur du propos. Je ne sais pas combien il me reste de temps. Un quart d'heure, très bien. Venons-en au cœur du propos. Je vous ai un peu expliqué ce que c'était que la géopolitique, je vous ai un peu expliqué ce que c'était que l'intérêt d'étudier la Russie dans cet espace numérique et dans le cyberespace. Maintenant, revenons-en au fait. Qu'est-ce que c'est que le cyberespace? Alors, le cyberespace, c'est un terme, moi, que j'aime pas. C'est un terme que j'aime pas, mais qu'on est obligé, qu'on est condamné aujourd'hui à utiliser, faute de mieux. Le cadre conceptuel qui serait nécessaire pour parler d'autre chose n'existe pas encore. Ce sera peut-être même pas ma génération qui l'inventera, peut-être la prochaine. Ça prend des décennies d'inventer des concepts en sciences humaines et sociales. Donc, pour le moment, on est réduit à utiliser ça. On parle aussi d'espace informationnel, comme nos amis russes d'ailleurs parlent beaucoup d'information et пространство. C'est un terme que nous utilisons également. Mais toujours est-il que tout ça désigne une certaine réalité, une réalité absolument tangible, qui est la mise en réseau numérique croissante
de pans entiers de notre société. Ça, c'est le postulat de départ. Maintenant, comment est-ce que ça s'organise exactement, et comment est-ce qu'on peut faire de la géopolitique de ça? Eh bien, en s'inspirant en fait des modèles qui existent chez les ingénieurs, excusez-moi, puisque nous avons tendance à diviser le cyberespace en 4 grandes couches. On va dire que le cyberespace est un empilement, en fait c'est un empilement de couches à l'infini, si vous voulez. Mais on va distinguer 4 grandes couches sur lesquelles on va développer des outils, développer des concepts, développer des méthodes pour comprendre les rapports de force, pour comprendre les rivalités sur chacune de ces couches. Alors ces couches, quelles sont-elles? Eh bien, leur enchaînement est assez logique, vous allez voir, puisque la toute première couche que nous étudions dans le cyberespace, très basiquement, très logiquement, c'est la couche physique. C'est-à-dire, en gros, toutes les choses physiques que vous pouvez toucher, qui existent dans l'espace matériel, qui permettent au réseau numérique d'exister. C'est-à-dire vos terminaux, vos téléphones, vos ordinateurs, la box Wi-Fi qui est quelque part ici, les câbles, les dorsales fibre optique, les câbles sous-marins, même les satellites qui permettent de rebalancer une partie de la bande passante sur Terre, bref, tout ce qui existe dans l'espace matériel. Cette couche physique, elle est bien évidemment déjà très étudiée par les géographes depuis longtemps, donc c'est pas celle sur laquelle on va faire le plus d'innovation en termes de recherche, mais elle est centrale et sur cette couche, il y a énormément d'enjeux, j'y reviendrai après. Une fois que vous avez votre couche physique, une fois que vous avez votre architecture, c'est pas pour ça que votre réseau va fonctionner. Il va falloir que vous ayez des politiques de route, ce qu'on appelle des politiques de routage. C'est un peu de la même manière que fonctionnent des aiguillages de chemin de fer. C'est pas parce que vous avez un réseau de chemin de fer que les trains vont circuler de manière complètement harmonieuse. Il va falloir une politique de routage, il va falloir une politique de priorité, etc. Sur Internet et dans le cyberespace en général, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez vos câbles, et puis après, en fait, il faut quand même des systèmes pour savoir quel paquet de données passe à quel moment, à tel endroit, etc. etc. Donc ça, c'est la deuxième couche du cyberespace, qui est une couche extrêmement importante, qui est celle des routages, que je ne développerai pas ici parce que c'est beaucoup trop long, mais sur laquelle il y a beaucoup d'enjeux aussi. Donc là, ce sont ce qu'on appelle les couches basses du cyberespace, c'est-à-dire les couches qui permettent en fait, au réseau de fonctionner. Et puis après, on monte dans les couches hautes. Les couches hautes, troisième couche, ça va être la couche des plateformes, celle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre réseau, que les paquets de données circulent sur le réseau, encore faut-il que ces données soient interprétables par l'esprit humain. Vous n'allez pas lire des suites de 0 et de 1 sur votre ordinateur, ou du code, ou des choses comme ça. Donc il va y avoir des plateformes, des intermédiaires, en tout cas, entre vous et le réseau. Ça va être des services d'intermédiation, ce dont je parlais tout à l'heure, ou d'autres, qui vont vous permettre donc d'utiliser le réseau et donc d'envoyer des paquets de données qui vont être des paquets qui vont être envoyés dans un certain format et reçus dans ce même format et donc ouverts et décodés de la manière dont vous les avez envoyés. Et puis il y a la quatrième couche qui est très importante aussi, qui est celle des producteurs de contenu. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre architecture, une fois que vous avez vos politiques de routage, une fois que vous avez vos services, si vous n'avez rien à dire, rien à écrire, rien à produire sur ce réseau ne sert à rien. Personne ne l'utilise. Ce qui fait l'intérêt d'un réseau, c'est la communication, le message qui va passer sur ce médium, pour reprendre les travaux de Marshall McLuhan, qui dans les années 50 avait déjà compris pas mal de choses sur ces questions-là. Et sur cette couche de producteurs de contenu, c'est-à-dire la couche de ceux qui vont produire du contenu numérique, ça va être les journalistes, ça va être les blogueurs, ça va être les trolls, on va en parler, les fameux trolls russes. Bref, tout ce qui va concerner le signifiant, en fait. D'ailleurs, les ingénieurs parlent de couche sémantique du cyberespace, c'est-à-dire sur le sens que l'on met au paquet de données qui circulent sur notre réseau. Alors, sur chacune de ces couches, il y a énormément d'enjeux pour la Russie. Déjà, sur la couche physique, c'est assez logique, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure avec la dorsale TEA, Trans-Europe-Asie, cette grande dorsale fibre optique qui traverse dans la masse continentale eurasiatique. Il y a beaucoup de fantasmes aussi sur cette couche physique. Vous avez sans doute entendu parler des fameux sous-marins russes coupeurs de câbles qui avaient été dévoilés par les services de renseignement américains il y a quelques années. C'était juste avant les élections présidentielles américaines, je crois. C'est la NSA qui avait sorti ça, me semble-t-il. Ce genre de choses existe, bien évidemment. Il y a des pays qui ont des capacités de couper des câbles. Il faut savoir aujourd'hui que 90%
Alors, données à vérifier, hein, mais c'est les estimations de l'Union internationale des télécoms. Aujourd'hui, 90% du trafic numérique mondial passe par des câbles terrestres ou sous-marins et non pas par satellite. Il n'y a que 10% du trafic qui passe par satellite. Satellite, ça coûte cher, tout un tas de raisons. Donc, quand vous coupez un câble, ça a de réels effets. Et d'ailleurs, il y a des anecdotes assez croustillantes, notamment cette vieille dame qui, en Géorgie, cherchait du cuivre dans la terre pour le vendre au marché noir, qui tombe sur un câble, qui décide de le couper pour voir s'il y a du cuivre dedans. Manque de peau, c'était de la fibre optique, donc elle n'a pas dû en tirer grand-chose. Mais en coupant ce câble, cette brave grand-mère a privé l'Arménie d'Internet pendant plus de 24 heures. Ce genre d'histoire existe. Hein. On a aussi un tremblement de terre sous-marin au large de Marseille il y a quelques années qui a coupé la moitié de l'Algérie d'Internet. En fait, si vous voulez, le message et la leçon à retenir de ça, c'est que vous avez un certain nombre de pays qui sont très peu résilients. C'est-à-dire, si on leur coupe un câble, et ben, paf, c'est fini. C'est notamment le cas de la Géorgie, par exemple, qui est connectée au reste du monde via un câble qui passe sous la mer Noire et qui ressort de l'autre côté en Bulgarie. Puisque la Géorgie, depuis la guerre de 2008, s'est complètement déconnectée du réseau russe. Les câbles ont été coupés. D'ailleurs, les Russes avaient conduit un certain nombre de cyberattaques à l'époque pendant ces opérations militaires. Au contraire, vous avez d'autres pays comme l'Azerbaïdjan, par exemple, qui restent très étroitement connectés à Moscou en termes de connectivité physique. D'ailleurs, le réseau russe est extrêmement centralisé, pour des raisons d'ailleurs que j'explique dans le livre, qui sont des raisons historiques. Vous avez notamment un endroit à Moscou qui s'appelle le hub M9, Moscou 9, qui est un peu le data center, l'Internet Exchange Point historique. C'est là où le réseau soviétique est né. Et on a posé une machine là, et puis il y en a une deuxième qui est arrivée, puis une troisième, et puis en fait ce bâtiment est devenu le data center un peu phare du réseau russe. Alors aujourd'hui, est-ce que tout le réseau passe par là? Je ne pense pas, mais en tout cas, pendant un moment, c'était un point extrêmement central. Et vous avez des pays qui sont dans une dynamique de dépendance totale par rapport à la Russie pour leur connectivité. Ça va être l'Azerbaïdjan, ça va être le Kazakhstan, ça va être les républiques d'Asie centrale, et vous en avez d'autres dans lesquelles c'est une véritable bataille. Je parle par exemple de l'Ukraine, où vous avez une partie du réseau ukrainien qui passe bien évidemment par la Russie, la partie Est, tandis que la partie Ouest est complètement branchée sur les réseaux occidentaux, et c'est un vrai enjeu de pouvoir. C'est un vrai enjeu de pouvoir que d'arriver à savoir, par exemple, si l'Est de l'Ukraine, quand je suis dans l'Est de l'Ukraine, est-ce que mon paquet de données va passer par Moscou ou par Francfort avant d'aller n'importe où dans le monde? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question, et c'est une question de sécurité, et qui est aussi une question de géopolitique. Puisqu'on a aujourd'hui un front numérique en Ukraine, nous on appelle ça une ligne de séparation des zones numériques, où on voit un peu évoluer les infrastructures au fur et à mesure de l'évolution du front. Bon, le front ne bouge plus beaucoup, donc ça n'évolue pas beaucoup, mais au début ça a évolué pas mal. 5 minutes, d'accord, alors je vais avancer très vite. La deuxième couche, les routages, j'en parle pas parce que sinon j'en ai pour 3 heures. Les plateformes, en fait, je vous en ai déjà parlé, c'est le RUNET, ce sont ces plateformes qui sont utilisées en Russie et dans l'espace russophone, puisque, alors là c'est très bien, j'ai affaire à un public d'initiés, si j'ose dire, qui vivent en Russie ou qui sont eux-mêmes russes et qui savent très bien ce que je veux dire quand je parle de pratique de la langue russe et du fait que la langue russe est une langue qui n'est pratiquée pas uniquement en Russie, mais dans bien d'autres pays, comme vous le savez. Et que l'utilisation de ces services russophones, dans certains pays, elle est aussi une marque, pas de préférence, mais en tout cas elle est une marque culturelle. Et le fait aujourd'hui d'être en Ukraine et d'utiliser VK, c'est presque un signe de dissidence, dans la mesure où le gouvernement ukrainien a bloqué ces services, VK, Yandex, etc. Et vous avez d'autres pays d'ailleurs qui ont très peur qu'il y ait une tentative de déstabilisation qui soit faite via la manipulation des algorithmes, par exemple de Yandex. C'est le cas de l'Estonie qui a très peur, par exemple, que Yandex manipule son algorithme de sélection de news, Yandex Novosti, pour mettre en avant des news anxiogènes pour la communauté russophone du pays. Mythe ou réalité, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des problèmes qui préoccupent beaucoup les Baltes. Mais il y a beaucoup de choses qui préoccupent beaucoup les Baltes. Et ce qui est sûr, c'est qu'aussi dans d'autres pays, c'est aussi un véritable argument de pouvoir et un véritable élément de rapport de force. On parle par exemple en République d'Asie centrale, où les données des utilisateurs centra-asiatiques qui sont stockées dans des data centers en Russie peuvent
voilà, ça peut être utilisé comme monnaie d'échange, ça a déjà été le cas, notamment à l'égard du Kazakhstan. Donc c'est un vrai enjeu de puissance régionale pour la Russie. Hein, puisqu'on a une vraie ère linguistique et culturelle de pratique de l'Internet qui existe dans l'espace post-soviétique, à l'exception des pays baltes, et encore. Mais c'est aussi un argument de poids sur la scène internationale, comme je vous le disais, pour pouvoir avancer un certain nombre de propositions sur la souveraineté dans le cyberespace. C'est-à-dire que quand nous, Français, allons parler de souveraineté dans le cyberespace, vous voyez, ça fait bizarre, parce qu'on n'a quasiment aucun produit souverain. Sorti du complexe militaire industriel en tout cas. Voilà. Et les producteurs de contenu, alors si vous avez des questions là-dessus, je serais ravi d'y répondre si je peux, mais là nous rentrons effectivement dans la zone très grise de ce qu'on appelle la guerre informationnelle, c'est-à-dire comment est-ce que les Occidentaux, ou en tout cas certains pays aujourd'hui, considèrent que la Russie a un comportement inamical notamment par l'utilisation des réseaux sociaux et l'utilisation de certaines de ces agences médiatiques, Sputnik et Russia Today pour ne pas les nommer, qui ont fait l'objet de rapports du département Homeland Security, qui ont fait l'objet de pas mal d'accusations. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est un peu un autre sujet, si vous voulez, mais qui est extrêmement lié parce que c'est aussi une question. Moi, ce que je disais à des Américains l'autre jour, j'étais dans une conférence avec des gens qui étaient dans la campagne de Clinton il n'y a pas longtemps, et qui restent bloqués en fait sur cette histoire, les Russes nous ont volé l'élection, etc. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'accusation de la Russie comme élément d'interférence dans le processus démocratique américain, est-ce que ça pose des questions sur la Russie ou tout simplement sur la démocratie américaine? De vraies questions, enfin je veux dire, là, pour le coup, il est clair que ce ne sont pas les Russes qui ont amené Donald Trump au pouvoir, il faut être honnête, mais cette obsession anti-russe, elle est tout à fait symptomatique de la manière aujourd'hui dont pas le gouvernement, mais en tout cas dont certains Américains voient ce pays. Et on le voit aussi également sur des questions comme Kaspersky qui a été banni des États-Unis, etc. Et là, on peut saluer quand même la position de la France, qui est une position, pour moi, qui est la position la plus raisonnable de toutes celles des pays occidentaux, puisque la France est le seul pays aujourd'hui occidental qui n'attribue pas de cyberattaque à la Russie. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué d'attribuer des cyberattaques techniquement, c'est voire quasiment impossible. Alors vous avez des boîtes qui vont faire ce qu'on appelle du threat intelligence, qui vont essayer de comparer des bouts de code pour voir si les malwares ont été codés par les mêmes gens et qui ensuite sortent des groupes avec des numéros type APT28, vous en avez tous entendu parler, ça c'est des noms qui sont donnés par des boîtes américaines. Ok, on peut arriver à savoir un petit peu qui sont ces gens, enfin en tout cas comment est-ce qu'ils écrivent leur code, parce qu'il y a une vraie stylistique du code, tout ça, les comparer, tout ça. Mais alors, de là à relier ça au gouvernement russe et aux intérêts russes, bon courage. Bon courage. Alors les Américains disent, mais nous avons des preuves, ces preuves sont classifiées, on ne peut pas les déclassifier pour des raisons de sécurité nationale. Certes. Mais en attendant, l'attribution, si elle n'est pas possible techniquement, devient donc un acte politique. Et si elle devient un acte politique, elle devient, un choix extrêmement symbolique. Et la France, en ne faisant pas d'attribution directe, c'est-à-dire en ne s'exprimant pas publiquement sur la paternité de ses actions, a une position particulièrement sage, puisque même au lendemain des Macron Leaks, vous savez, il y a eu des documents des mails qui ont fuité de la campagne de Macron 48 heures ou 24 heures avant les présidentielles, même après ça, le directeur de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, Guillaume Poupard, a dit on ne sait pas qui c'est et on ne peut pas le savoir parce que l'attaque était tellement banale que 3 personnes un petit peu malines pouvaient la faire. Et effectivement, c'était une bonne vieille campagne de phishing, il n'y a pas besoin d'être le hacker du siècle pour le faire, quoi. Voilà, je suis sûr qu'il y a des gens ici qui sont capables de faire ça, et c'est vraiment pas... voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga de... Mais ça pose des questions aussi sur la manière dont la Russie est aussi devenue une sorte de point de focalisation pour certains groupes de responsables, pour certaines parties de la population politique en Europe et aux États-Unis. Et ça pose vraiment la question de, si vous voulez, la valeur politique
que l'on peut mettre derrière des actions cybernétiques. C'est-à-dire, à quel moment une action cybernétique est un acte inamical? Ça, c'est des vraies questions que se posent les juristes aujourd'hui. C'est-à-dire, à quel moment une cyberattaque... Déjà, c'est quoi une cyberattaque? C'est très vaste sujet, puisqu'une cyberattaque peut avoir lieu tout à la fois sur toutes les couches que je vous ai dit. Même sur l'espace physique, hein, quand il y a eu des accusations de piratage russe d'une centrale électrique en Ukraine, en fait, les types sont allés, hein, apparemment, d'après ce que disent les Ukrainiens, les types sont allés dans la centrale pour saboter le truc. Bon, on n'en sait pas plus, bien évidemment, mais donc une cyberattaque, ça peut être transversal sur toutes les couches, ça dépend de l'effet final recherché, bien évidemment, comme disent les militaires, mais ça dépend également des dégâts. Vous avez des cyberattaques qui ne font aucun dégât, si ce n'est des dégâts symboliques. Je prends l'exemple de la grande cyberattaque de 2007 contre l'Estonie, qui a été attribuée à des Russes. À l'époque, c'était pour protester contre le déplacement du mémorial de l'Armée Rouge du centre-ville de Tallinn vers la banlieue. Moi, je me souviens, j'étais en 2007 ici, il y avait des manifestations dans l'ambassade de France, on accusait les Baltes de fascisme, etc. Enfin, bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Vous savez, ici, la mémoire des 11 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale. Et cette grande cyberattaque, qui était en fait une attaque par déni de service, elle a eu pour effet, en fait, surtout de redémarrer les serveurs, de rendre indisponible l'infrastructure estonienne. Ça n'a rien cassé, si j'ose dire. En tout cas, ça n'a pas fait de dégâts destructifs. Mais par contre, les dégâts politiques ont été absolument énormes. Puisque l'Estonie, c'est un pays qui, depuis le début des années 2000, avait fait du numérique sa quasi-raison d'être. Un collègue qui a écrit sa thèse sur l'Estonie appelait ça la Singapour de la Baltique. En tout cas, cette vision de devenir ce petit micro-pays timbre-poste à côté de l'immense Russie, qui ne pourrait survivre que grâce à son excellence technologique, etc., et au fait que tout est interconnecté. Voilà. Et voilà qu'on a une attaque par des services qui met tout par terre. Alors bien évidemment, depuis, je vais finir là-dessus, pour montrer que c'est à double tranchant aussi, le premier effet symbolique qui a été complètement préjudiciable aux Estoniens, les Estoniens l'ont complètement retourné à leur avantage, puisque grâce à cette cyberattaque, ils ont attiré l'attention de l'OTAN, l'OTAN qui a installé son centre d'excellence cyber en Estonie, et l'Estonie est devenue le pays leader de la cyberdéfense de l'OTAN. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, ils ont réussi quand même à se faire une place au soleil, si j'ose dire. Voilà, donc pour vous, j'espère que que vous avez réussi à suivre le fil de mes paroles un petit peu décousues, parce qu'en fait, j'ai pas du tout suivi la structure que j'avais prévue. Je serais ravi de répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Kevin, pour ton exposé très riche, très pédagogique. Puis, comme dans le livre, d'ailleurs, tu rends compréhensible des choses qui ne sont pas a priori pour des non-spécialistes. C'est un savoir très précieux. Donc, merci encore. Avant de passer la parole à la salle, et j'imagine qu'il y aura des micros qui vont circuler, je voudrais te poser 3 questions très brèves pour lancer notre discussion. La première concerne un sujet que tu as un peu évoqué, mais plus sur le vol américain, et celui du contrôle par l'État de l'Internet, du cyberespace, ou de l'espace personnel, je sais pas quel est le titre, dans le terme le plus approprié, par l'État russe. On sait qu'il y a un certain nombre d'inquiétudes. Je dirais que peut-être que le Kremlin a les mêmes inquiétudes que les Baltes à Yandex ces derniers temps, sur les nouvelles. Qu'en est-il? Est-ce qu'il faut craindre, certains évoquent un scénario à la chinoise, l'isolement par feu à la russe, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on y pense sérieusement ou pas? Où en est-on? Deuxième brève question, pour revenir sur les États-Unis et la France, je peux parler un petit peu, mais parlons des faits. Qu'est-ce que les Russes ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Est-ce qu'on a des certitudes ou pas, finalement? Et dernière question à propos de l'Ukraine. Là aussi, tu en as un petit peu parlé. Tu as parlé de lignes de front numériques. Tu as évoqué l'interdiction par les autorités ukrainiennes des réseaux sociaux russes. Est-ce que ça marche ou pas? Et où en est la ligne de front numérique en Ukraine? Ah non, c'est bon, ça marche. Merci pour ces questions qui viennent en effet en complément de ce que j'aurais voulu approfondir. On donne maintenant l'opportunité. Alors, le contrôle de l'Internet par l'État russe, c'est un
vaste programme. Il y a énormément de discussions aujourd'hui. Il y a encore eu, il y a une semaine ou deux, j'ai oublié son nom, un politologue assez connu qui enseigne au MIMO, qui disait que le gouvernement russe était capable de déconnecter l'Internet, de déconnecter la Russie du réseau Internet. Alors ça, c'est une arlésienne qui revient très très souvent dans les déclarations. Alors, soit c'est le gouvernement qui est capable d'eux, soit c'est les Occidentaux qui sont capables d'eux. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est cette obsession de la déconnexion, cette obsession du fait que à tout moment on pourrait être coupé de ce village global. Alors, est-ce que c'est un fantasme ou pas? C'est une question extrêmement difficile à répondre parce que c'est une question extrêmement technique. Il y a aujourd'hui des stratégies qui existent et qui sont élaborées par certains États qui consistent à effectivement déconnecter toute ou partie d'un pays d'Internet sans toucher à un seul câble, c'est-à-dire pas en détruisant l'infrastructure. Parce que là, ça devient quand même un peu évident et ça peut être trop facilement tourné en acte d'agression manifeste, selon le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et donc, ensuite, ça peut mener à des représailles, des sanctions, des choses comme ça. Aujourd'hui, on est capable, il y a des gens dans le monde qui sont capables, notamment en Chine, peut-être en Russie aussi, de faire ce qu'on appelle du détournement BGP. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, mais en gros, quand je parlais de politique de routage tout à l'heure, il faut savoir que l'Internet est un réseau de réseaux. C'est-à-dire que c'est ce grand réseau qui est composé de sous-réseaux qu'on appelle des systèmes autonomes. Et ces systèmes autonomes, en fait, ils ont des liens entre eux, mais qui ne sont pas des liens qui sortent de nulle part. Ce sont des liens qui sont produits de rapports de force économiques, politiques. Donc l'Internet, la toile, a une forme qui est elle-même politique, qui est elle-même issue de rapports de force, d'une histoire extrêmement complexe, etc. Et aujourd'hui, en utilisant un certain nombre d'attaques, on pourrait éventuellement être capable de déconnecter toute ou partie du réseau en se faisant passer en gros pour un autre système autonome que celui qu'on est. Si je résume très rapidement ce qu'on appelle une attaque de type homme du milieu. Maintenant, c'est très peu envisageable dans le cas russe, dans la mesure où la Russie a un des écosystèmes de systèmes autonomes, c'est-à-dire de ces sous-réseaux qui composent Internet, un des plus complexes et des plus divers au monde. Alors le premier pays qui a le plus de systèmes autonomes, ce sont bien évidemment les États-Unis. Très rapidement après, tu as l'Ukraine, la Russie et un petit peu après le Brésil. Plus tu as de systèmes autonomes, plus ça devient compliqué de faire ce genre d'attaque. Ça peut être fait sur des petits pays comme la Géorgie par exemple, qui ont très peu de systèmes, ça peut se faire. Voilà. Mais pour la Russie, c'est beaucoup trop gros pour être vrai. Maintenant, ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est que sur d'autres couches, on peut éventuellement parler d'une menace qui peut exister, notamment sur ce qu'on appelle le répertoire DNS. C'est-à-dire le DNS, le Domain Name System, si vous voulez, c'est l'annuaire téléphonique du web. C'est-à-dire que normalement, chaque adresse web, c'est une adresse IP. Et un jour, des génies du CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, ont décidé de remplacer ces adresses IP par des mots, donc des choses plus mémorisables par l'esprit humain, et ça a donné ce qu'on appelle le système DNS aujourd'hui, c'est-à-dire les URL, les adresses composées, .com, .fr, etc. Et si vous vous attaquez aux tables de routage, qui sont aujourd'hui gérées par l'ICANN, qui n'est plus sous contrôle américain, mais qui reste quand même très très fortement lié aux intérêts des États-Unis, on pourrait envisager, par exemple, que d'un coup, en Russie, tous les sites internet ne soient plus accessibles parce que la table de routage est tombée. C'est comme si vous perdiez votre annuaire téléphonique, votre répertoire téléphonique dans votre portable. Vous seriez bien embêté parce que vous ne vous souvenez pas de tous les numéros que vous avez que vous utilisez. Là, c'est exactement pareil et ça aurait des répercussions énormes au niveau de l'architecture du réseau. Donc, c'est un fantasme qui a une part de réalité, mais la Russie reste quand même un pays qui a un réseau extrêmement anthropique, c'est-à-dire extrêmement divers et complexe. Et le contrôle du net par l'État russe, qui est une autre question, effectivement, merci de me rappeler ça. Vous avez peut-être suivi tous les débats législatifs qui ont eu lieu à la Douma, notamment autour de l'adoption du paquet de loi, l'amendement aux lois antiterroristes Yarovaya, le paquet Tiaro, qui pose de sérieuses questions, puisque l'idée c'est quand même d'aménager des backdoors, c'est-à-dire des portes dérobées dans les services type Yandex,
ex-BK, etc., qui pourraient être mobilisés par les services de sécurité en cas d'enquête antiterroriste. Ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème et un vrai sujet de discussion, parce que après, on peut aussi se poser la question de la définition du terrorisme, de la manière dont peut être menée une enquête, quel comité d'enquête, etc. Donc, mais le fait même d'obliger les services à maintenir des backdoors, c'est quelque chose qui est hautement évocateur. Je ne pense pas qu'en France on le fasse, ou alors si on le fait vraiment sous le radar, et à mon avis, c'est des choses qui ne sont absolument pas publiques. Mais le fait que ça ait été inscrit dans la loi, on dit long sur la manière dont l'État russe entend aujourd'hui imposer un contrôle, qui est un contrôle qui d'ailleurs ne fonctionne pas très bien, on l'a vu avec le blocage de Telegram, puisque là, effectivement, puisque la Russie a décidé de bannir certaines messageries chiffrées, la bataille que se livre Durov, le Roskomnadzor, donc l'organisme de régulation des télécoms en Russie, est tout à fait intéressante et symptomatique, puisque ils ne parviennent pas à bloquer Telegram. C'est comme si vous essayiez de tuer une mouche avec une massue. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas marcher parce que Telegram va changer de serveur à chaque fois. En plus, ils utilisent des miroirs d'AWS et Amazon Web Services. Et dès que vous bloquez des miroirs, en fait, vous bloquez tout un tas d'autres choses. Je me souviens, il y a quelques temps, en bloquant les miroirs de Telegram, ils avaient bloqué la caisse du Kremlin, par exemple, qui était sur la même plage IP. Ça la fout mal, si j'ose dire. Et ça, c'est très évocateur parce que c'est la première fois que l'État russe est pris en défaut, comme ça, de perdre un petit peu le contrôle pendant un moment. Et moi, je pense, mais c'est mon opinion personnelle, que Durov se prépare peut-être une carrière politique, pour plus tard, qui sait, peut-être. J'en sais rien, mais en tout cas... voilà. Bien sûr, oui. L'Ukraine, le front numérique en Ukraine. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de nouvelles de ce front-là. Ce sont des recherches qui sont toujours en cours. On espère pouvoir publier des résultats assez rapidement. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, le blocage de certains services comme VK, toutes ces choses-là, a été légitimé par le président Poroshenko sur la tonalité. Les soldats qui sont sur la ligne de front utilisent ces outils, et donc en utilisant ces plateformes, ils donnent des renseignements aux Russes sur leur géolocalisation, sur tout un tas de choses. Oui, pourquoi pas. Je pense que ça fait... je ne suis pas un connaisseur de l'Ukraine, mais je pense qu'on est un peu dans une obsession qui est du même ordre que celle qui existe aujourd'hui dans les pays baltes, c'est-à-dire cette prise de conscience que les plateformes peuvent être utilisées à des fins de guerre hybride, ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire arriver à faire faire à son adversaire ce qu'on voudrait qu'il fasse, mais par des moyens soft, entre guillemets, si j'ose dire. Et ce qui est sûr, c'est que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait se servir d'un VPN, ou presque, et qu'il est très facile de contourner ce genre de choses. Il y a des travaux qui existent aujourd'hui, notamment en Chine, pour limiter l'usage des VPN, mais ça reste très très compliqué techniquement, personne ne sait le faire aujourd'hui. Voilà. Merci. La parole à la salle. Merci de vous signaler, de vous présenter et de poser des questions courtes. On ne veut pas de dissertation, de commentaires trop longs. Donc voilà comment on fonctionne. Merci pour votre présentation. Je m'appelle Dmitri. Vous avez déjà mentionné de l'entreprise très particulière, de quatrième couche, de couche sémantique, et aussi de l'instrument d'influence russe. Je parle de fabrique à Olgino. Est-ce que vous avez étudié les méthodes, les techniques de cette fabrique? Si c'est le cas, pouvez-vous nous raconter de ça? Merci. Oui, je peux effectivement en parler, parce que c'est quelque chose qui a fait le gros titre. Il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis là-dessus, des témoignages dans Medusa notamment, dans plusieurs autres journaux. Ce à quoi vous faites référence, c'est la fameuse usine à trolls de Saint-Pétersbourg, qui fait aujourd'hui l'objet d'une enquête de la part du FBI, enquête menée par le procureur Robert Mueller sur les investigations, sur les éventuels rôles qu'aurait joué la Russie et les opérations informationnelles russes dans l'élection de Donald Trump. Beaucoup de choses ont été dites là-dessus. Sur le mode de fonctionnement de cette structure, qui n'est pas une structure en fait, qui est une sorte de galaxie
qu'on désigne généralement sous le nom de projet LARCPA, parce que c'est le nom du lac, comme ça, qui est juste à côté de cette usine à Troll. L'idée de ce genre de structure, c'est au départ, dans les années 2011-2012, de produire en masse du discours à même de semer la discorde sur les réseaux sociaux. Et moi, je me souviens très très bien, au moment des manifestations de 2011-2012, de l'hiver 2011-2012, hein, juste avant les présidentielles et le retour au pouvoir de Vladimir Poutine, il y a eu de très très grandes manifestations ici, principalement organisées sur les réseaux sociaux, hein, avec pas mal de flash mobs, de trucs comme ça, d'événements organisés sur les réseaux sociaux pour que les gens se retrouvent et tout. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à voir apparaître sur le web, et notamment sur les réseaux sociaux russes, une nouvelle espèce de troll, hein, si j'ose dire. Qu'est-ce qu'un troll? C'est une personne qui vient pourrir un débat, c'est-à-dire qui vient sur une page pour faire éclater une communauté ou pour tourner en dérision quelqu'un, etc. Alors, vous en avez qui sont des gens tout à fait indépendants et libres comme l'air, sauf que très vite, il est apparu que certaines de ces personnes étaient rémunérées. Certaines de ces personnes étaient rémunérées. Alors au départ, c'était quelque chose d'assez artisanal, hein, d'assez fait maison, hein, si j'ose dire. Et petit à petit, ce système semble s'être professionnalisé, avec un véritable agenda politique, notamment de soutenir les candidats républicains aux États-Unis, qui a été fait en publiant un certain nombre de messages sur les réseaux sociaux américains. Il y a aujourd'hui des preuves de ça, puisque Twitter vient d'ailleurs de publier la liste de plus de 4000 comptes qui ont été suspendus par Twitter et qui seraient liés à cette Internet Research Agency, IRA. Alors, le problème, c'est que Twitter ne nous dit jamais comment est-ce qu'ils les ont identifiés. Moi, ça me pose un problème. Mais bon, c'est... Voilà, donc on est un peu obligé de les croire sur parole là-dessus, il ne faut jamais les croire sur parole, mais c'est vrai que quand vous regardez l'architecture de cette base de données, vous avez beaucoup de comptes qui sont soit des comptes qui sont clairement des comptes de trolls, voilà. Alors est-ce qu'ils sont payés, pas payés, ça je ne sais rien. Puis après vous avez des bots, c'est-à-dire vous avez en fait des robots, des comptes automatisés qui vont tous tweeter la même chose, par exemple, pour faire monter tel ou tel mot-clé dans les trends, ou ce genre de choses. C'est quelque chose qui existe aussi sur Facebook. On sait que l'IRA sur Facebook administrait un certain nombre de pages, notamment aux États-Unis, en ayant recours à des techniques de ce qu'on appelle l'astroturfing. C'est une technique qui consiste en fait à créer une page sur un sujet anodin, bon, les chats, la santé, le sain et naturel, tout ça, ça marche très très bien, à engranger le plus de likes possible, et petit à petit, à modifier votre discours en renvoyant en fait les utilisateurs de votre page vers d'autres contenus et d'autres pages d'astroturfing, et donc en faisant grossir votre masse d'audience, c'est-à-dire les personnes qui sont susceptibles de voir les messages que vous produisez. Et puis des pages qui glissent progressivement vers le conspirationnisme, par exemple. Ça se fait beaucoup sur des pages, on l'observe beaucoup en France, c'est pas du tout lié à l'IRA d'ailleurs, c'est un vrai phénomène de société, sur des pages voilà, sur la santé, sur les vaccins, l'homéopathie. Ça peut très vite glisser vers le conspirationnisme, et c'est tout à fait normal, puisque l'idée c'est quand même de se poser des questions, et suivant qui vous avez en face, on peut aussi vous induire dans de mauvaises questions, en tout cas sur tout un tas de choses. Autre technique utilisée, ça va être la centralisation de sites internet. On va avoir des sites qui vont être créés à la chaîne, qui vont avoir l'air de sites internet d'information, qui ne le sont pas du tout. Ça, ce sont des choses qui sont tout à fait documentées par le FBI aujourd'hui. Les documents sont publics et sont consultables sur Internet. Je dois ajouter quand même que ces agissements donc de cette IRA, pour le moment, ne concernent que l'espace anglophone. C'est-à-dire que pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a absolument pas l'ombre du début du commencement d'une preuve de quelque chose de similaire dans l'espace francophone, par exemple. On n'a jamais rien vu qui ressemble de près ou de loin à ce qui s'est passé aux États-Unis et qui pourrait émaner d'une officine pétersbourgeoise. Ce qui, d'ailleurs, est difficile à expliquer à certains qui voient un petit peu le mal partout. Il faut expliquer que les choses sont peut-être un peu plus compliquées que ça. Mais voilà, en gros, les mécanismes de fonctionnement de ce qui est une réalité. C'est plus du tout un fantasme. On sait aujourd'hui, il y a des gens qui ont parlé. Il y a quelques années, on n'était pas sûr. Aujourd'hui, on voit à peu près comment ça fonctionne. D'autres questions?
voulais juste rebondir sur cette question. Kevin, tu dis que dans les Monsieur, levez-vous, présentez-vous et rebondissez de façon brute. tu dis juste que dans l'espace francophone, on n'a jamais enregistré ça. Pourtant, j'avais lu plusieurs documents qui disaient que dans l'Afrique francophone, justement, il y avait des influences des médias russes pour décrédibiliser la France. Merci Justin, c'est tout à fait exact. D'ailleurs, je sors une étude qui sera publiée dans 2 semaines sur l'influence russe en Afrique, dans les espaces digitaux, l'Afrique francophone. C'est très différent. C'est-à-dire que là, avec l'IRA, on parle de quelque chose qui a été organisé, pensé dès le départ comme une opération d'influence. Alors après, les faits recherchés, tout ça c'est une autre question. Là, ce dont tu parles, et même l'influence que peut avoir la voix de la Russie en Europe et la circulation des contenus ou des positions de la Russie, ne sont pas du tout organisés dans le but de nuire. En fait, il s'agit juste d'une norme. Moi, c'est d'ailleurs la principale conclusion de cette étude qu'on va sortir, c'est que, par exemple, les médias russes comme RT ou Sputnik se sont normalisés. Ils ont réussi leur pari en Afrique de normalisation. Ils sont aujourd'hui cités au même titre que Reuters ou l'AFP. Et aujourd'hui, la position de ces médias-là, et in fine la position de la Russie sur tout un tas de sujets, est devenue une position qui est partagée et qui est d'ailleurs même mobilisée dans certaines luttes internes à l'Afrique qui n'ont absolument rien à voir avec la Russie. Par exemple, le fait que les anti-Ouattara en Côte d'Ivoire, ou pro-Gbagbo, on peut les appeler, vont mobiliser énormément les arguments russes, produits par Sputnik par exemple. Pourquoi ? Parce que la Russie apparaît quand même comme historiquement la puissance anticoloniale d'une part, et d'autre part parce que le discours russe qui est centré sur, qui soutient un petit peu la sortie du franc CFA, enfin tout ce genre de choses, est aussi perçu comme un discours contre le néocolonialisme français, si j'ose dire, et donc soutien à Gbagbo, etc., etc. Il y a un vrai espace qui existe aujourd'hui sur Internet, mais après, la plupart du temps, on a surtout des mécanismes d'appropriation où en fait le discours russe circule et est approprié par des groupes politiques, par des groupes de pensée, par des groupes de gens qui se l'approprient dans leurs agendas spécifiques propres. Mais il n'y a pas du tout de coordination ou quoi que ce soit. C'est ça la grande différence, selon moi. Bonsoir Monsieur Limonier, donc déjà je voudrais vous remercier pour votre exposé. Moi je m'appelle Arnaud, je suis étudiant à MGIMO. J'avais 2 questions, je vais essayer d'être très rapide. La première c'est, alors il semblerait, qui avait étudié un peu le sujet, je me confirme maintenant, que la quasi-totalité de la fibre optique qui relie l'Europe à l'Amérique du Sud passe forcément par l'Amérique du Nord. Ce qui veut dire que, et notamment les États-Unis. Et que d'ailleurs le Brésil avait tenté, avait pour projet de relier l'Europe en passant par l'Afrique de l'Ouest, il me semble. Oui. Où en est le projet et quelles questions ça pose en termes de cyber-indépendance pour l'Amérique du Sud. Et la deuxième question, si je peux vous la poser, c'est moi je me pose beaucoup de questions vis-à-vis de ma génération, étant donné que ma génération elle a connu le début de Facebook et de Google, enfin plus de Facebook, sans vraiment se poser des questions en termes de récolte de données. Donc je me demande comment cette génération va faire, si elle a l'intention d'occuper des postes à responsabilité, pourquoi pas avoir des activités politiques, étant donné, pourquoi accéder au pouvoir, étant donné que je suppose qu'ils ont laissé de quoi les compromettre. Et, voilà. Merci. La deuxième question est vraiment extrêmement pertinente et je vous remercie de la poser. Sur la première, alors je vais être très honnête avec vous, je ne suis pas du tout un spécialiste des câbles transatlantiques. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a eu un projet de câble reliant effectivement le Brésil à l'Europe occidentale via l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi un projet, il faudrait voir où ça en est, de câble qui a été surnommé le BRICS Cable, qui en fait relie le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et puis ensuite Vladivostok. Le problème en fait c'est que ce câble en fait il part de Miami. Parce qu'aujourd'hui 90% du trafic internet mondial passe à un moment ou à un autre par les États-Unis. Et même l'indépendance de la Chine est en fait une chimère d'une certaine manière. Il y a quelques mois, Le Monde a sorti un article écrit sur les résultats d'une recherche d'une équipe franco-chinoise qui sont en fait mes collègues avec qui je travaille, qui avait réussi à démontrer que même si la Chine a vraiment cet internet fermé avec
par feu, etc., le fait que certains services sont inaccessibles, le fait que Baidu, toutes ces choses-là sont contrôlées vraiment de l'intérieur. Le problème, c'est que tous ces sites-là, ils utilisent des trackers. Et les trackers ne sont pas chinois. Et les trackers, ils sont américains. Et donc, en fait, la Chine envoie des terabits et des terabits de données issues des mesures faites par les trackers sur le territoire américain. Alors ça a changé depuis la révélation de ce procédé. Les Chinois ont vite réagi, mais pendant des années c'était le cas. Vous voyez. Donc même en ayant une infrastructure un peu fermée, en fait on en revient toujours à l'hégémonie américaine qui est constitutive même de l'Internet. Sur la deuxième question, sur les réseaux sociaux, alors c'est une question vraiment de société, une question quasi philosophique. Je n'ai vraiment pas la prétention d'avoir une opinion arrêtée de spécialiste là-dessus. Néanmoins, je disais hier, ça m'a donné une idée, puisque aujourd'hui, quand vous regardez les investigations de Bellingcat, par exemple, qui sont faites sur, voilà, pour démasquer les fameux touristes de Salisbury, on passe par ce qu'on appelle des procédés OSINT, Open Source Intelligence, c'est-à-dire ce qu'on appelle du renseignement en source ouverte. Ça va être tout simplement du croisement de sources. Du croisement de sources, c'est savoir chercher au bon endroit la bonne trace numérique, c'est-à-dire la trace ouverte. Il n'y a rien de secret là-dedans, hein, c'est des choses qui se font. Et Bellingcat a été vraiment un précurseur de ça. Et quand on regarde qu'ils arrivent à identifier maintenant des agents en passant par les traces numériques, c'est-à-dire les traces que nous laissons sur Internet malgré nous, ça pose effectivement un sacré paquet de questions, je suis tout à fait d'accord, et je suis un petit peu plus âgé que vous, mais guère plus. J'ai aussi connu les débuts de Facebook où on mettait un peu n'importe quoi dessus. C'est une vraie question qui n'est absolument pas tranchée aujourd'hui, puisque de toute manière ces données ne vous appartiennent pas, elles appartiennent à Facebook. Donc à partir de là, tout est possible, et aussi bien... Le grand défi, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait traiter cette masse de données. Même les Américains, on pense qu'ils n'y arrivent pas encore à traiter en fait ce big data, ces terabits et terabits de données qui sont stockées un peu partout. On n'a pas encore réussi à développer l'intelligence artificielle qui permet de mettre tout ça en ordre et d'en tirer vraiment quelque chose, mais je suis persuadé que ça viendra. Et le jour où ça viendra, ça fera vraiment très peur. Là, c'est clair. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je parle beaucoup d'hygiène numérique et du fait que, heureusement, les nouvelles générations ont pris conscience qu'il ne faut plus faire comme leurs aînés. Moi j'ai une sœur qui a 10 ans de moins que moi et qui effectivement n'a absolument pas le même comportement sur les réseaux sociaux, qui vraiment fait attention de bien cacher les choses, en tout cas il y a une prise de conscience qui s'est faite. Mais cette génération-là, effectivement, qui est la vôtre, mais qui est aussi un peu la mienne, oui, nous pouvons nous exposer à des problèmes plus tard, peut-être. Bonsoir, je m'appelle Riman, je suis étudiant français. Vous avez parlé, j'aimerais bien revenir sur le thème des médias dans le paysage numérique. Vous avez mentionné donc Russia Today et Sputnik et leur montée en Occident, qui est assez importante aujourd'hui par rapport à avant. Ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'en Russie, on a une certaine inquiétude qui serait parallèle pour les médias occidentaux, notamment leur poids sur les réseaux sociaux, dans le paysage numérique russe? Mais c'est même plus qu'une inquiétude, c'est constitutif d'une part très importante de la politique étrangère de la Russie aujourd'hui, puisque toutes ces questions de guerre informationnelle, d'influence, il ne faut pas oublier que les Russes, eux, se posent ces questions-là depuis très longtemps. Alors je ne vais pas remonter à Radio Free Europe, à toutes ces choses-là, mais si on remonte ne serait-ce que jusqu'aux années 90, tout le discours développé par les autorités russes, la diplomatie russe au lendemain des révolutions de couleur, Géorgie, Ukraine, Kyrgyzstan, sur le fait que tout ceci était influencé par des ONG, financé par l'Occident, etc., ce fil thématique, qui est très important dans la rhétorique russe, s'est retrouvé ensuite pendant les printemps arabes, avec le fait que les réseaux sociaux étaient de plus en plus utilisés, et donc que l'espace numérique devenait un vecteur d'influence contre les intérêts, pouvait devenir un vecteur d'influence contre les intérêts de la Russie. Et puis il y a eu le Maïdan, qui a vraiment été là pour le coup le dernier opus de toute
toutes ces instabilités, en tout cas jusqu'à maintenant. Et oui, non, c'est même plus qu'une préoccupation, c'est quelque chose qui transparaît, en fait, si vous voulez, dans énormément de discours, dans énormément de positions officielles. Si vous lisez la doctrine militaire russe, c'est très clair. L'espace informationnel, c'est-à-dire la circulation des contenus, est une priorité de la sécurité de la Fédération de Russie, puisque révolution de couleur, puisque tout ça. Et puisque aussi, et on oublie souvent que dans les années 90, les Russes ont été les premiers à se battre contre une opération de désinformation, pour le coup, ou de déstabilisation informationnelle lors des guerres de Tchétchénie, notamment via la lutte contre un site qui s'appelait Kafkas Center, qui était un site que certains d'entre vous connaissent, qui était un site qui appelait littéralement à massacrer des Russes, à faire des attentats, etc. Et ça a été toute une épopée aussi de détruire ce site. Et ça c'est la fin des années 90. Et dans la fin des années 90, les Américains, les Européens ne se posaient absolument pas ce genre de questions quand on parlait de cybersécurité, quand on parlait de cyber en général. Le cyber, jusqu'en 2010, dans le monde occidental, ça reste une question de sécurité des tuyaux, c'est-à-dire vraiment une question technique. Alors, vol de carte bleue, lutte contre les cybermafias, et c'est à partir du moment où la position russe va commencer à être comprise, et notamment par l'entremise de l'Estonie, que le discours va commencer à changer et que les Occidentaux eux-mêmes vont considérer que les contenances qui circulent dans les tuyaux, c'est aussi important que les contenus, si j'ose dire. Voilà. Question suivante, il nous reste une dizaine de minutes. Bonsoir, Édouard Morin. Du coup, j'avais une question, je voulais revenir sur le non-blocage de Telegram. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est plus dans une politique de communication ou d'action? C'est-à-dire un certain jeu de poker menteur, on ferait croire qu'on n'arrive pas à bloquer une application, enfin que les services russes ne seraient pas assez forts pour bloquer une application, pour garder une certaine mainmise sur le flux d'informations qui passe via cette application. C'est tout à fait possible, oui, c'est possible, même si en fait quand vous regardez les techniques utilisées par Roskomnadzor pour bloquer Telegram, en fait c'est pas du tout proportionnel. Ça peut pas marcher, c'est pas assez souple. C'est-à-dire qu'on va bloquer des plages IP, on va bloquer des choses comme ça, mais vous faites des dégâts collatéraux absolument gigantesques, et ça, mine de rien, c'est quand même les dégâts collatéraux, ça fait toujours un peu tâche dans le paysage. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que vous avez un certain nombre de services qui sont hors la loi. En Russie, si on se réfère à la loi fédérale russe sur l'hébergement des données, Facebook, Google ne respectent pas la loi russe, absolument pas. Alors les Russes ont bloqué LinkedIn pour l'exemple, il y a quelques années. Oseront-ils un jour bloquer Google ou Facebook? Je ne sais pas. De temps en temps, ils agitent un peu cette menace, mais ça serait un choix politique absolument considérable que de bloquer un service comme Facebook. Donc le jeu de poker menteur ne se situe peut-être pas au niveau de on arrive à bloquer, mais on ne veut pas bloquer ou ce genre de choses. À mon avis, il se situe plus au niveau que les Russes maintiennent une certaine ambiguïté sur les plateformes qu'ils entendent bloquer ou celles qu'ils n'entendent pas bloquer, puisque la loi de 2014 en fait est une épée de Damoclès. En disant, ouais, vous voyez, le texte est là, on peut faire ça quand on veut. Mais en fait, cette loi est inapplicable. Si vous regardez techniquement, ça voudrait dire que par exemple, l'hôtel, je prends un exemple au hasard, mais l'hôtel, la PME française qui a un hôtel sur la Côte d'Azur qui en fait héberge des données de Russes, parce qu'ils viennent en tourisme là, devrait avoir ces données hébergées en Russie, ou sinon le site de l'hôtel se verra bloqué par le registre russe. Vous voyez, on part dans des trucs qui sont absolument pas possibles. Techniquement, on ne peut pas gérer tout ça, donc cette loi est strictement politique. Bonsoir, Herman Juppé. Je voulais revenir sur l'exemple de Prism américain. Est-ce que vous pouvez comparer, et puis de la référence chinoise que vous avez mentionnée à plusieurs reprises, comment est-ce que vous comparez le degré de sophistication ou de maîtrise gouvernementale potentielle entre les Américains, les Chinois et les Russes sur ces backdoors? Parce qu'on parlait des backdoors chez Yandex, VK et autres, mais elles sont déjà largement établies, c'est même pas des backdoors aux US, et la Chine, n'en parlons pas. Donc, comment est-ce qu'on compare ces degrés de maturité avant de jeter la pierre aux Russes? Rappelons-nous quand même que dans le reste du monde, c'est pas beaucoup mieux non plus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Au moins, les Russes ont le mérite de dire ce qu'ils font. C'est une chose dire. Alors, pour les Chinois, très honnêtement, je n'en sais rien. Je ne suis pas du tout un expert de la Chine, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Si je commence à m'intéresser à la Chine, c'est pas possible, il y a déjà beaucoup à faire ici.
il est bien certain que la Russie et les États-Unis ne jouent absolument pas dans la même cour, soyons tout à fait clairs. La Russie reste malgré tout une puissance intermédiaire dans le cyberespace, même si elle a des atouts et qu'elle a une vraie, à mon avis, une vision de la gouvernance, de ce genre de choses. Quand vous avez 90% du trafic qui passe par chez vous, quand vous avez à votre disposition en fait, les GAFA, même si ça ne se passe pas toujours bien, on le voit avec l'affaire du FBI qui a essayé de demander à Apple les clés de cryptage pour rentrer dans les iPhones. Aujourd'hui, il y a vraiment un jeu, alors je ne suis pas un spécialiste de la démocratie et de la vie politique américaine intérieure, mais il y a un véritable jeu du chat et de la souris entre les géants de la Silicon Valley et l'administration Trump, puisque certains se préparent peut-être aussi, eux, une carrière politique du côté de la Californie. Mais quand vous êtes aussi l'administrateur des tables de routage DNS du monde, quand vous êtes... bref, quand vous équipez la moitié des machines du monde en système d'exploitation avec Microsoft et avec ce genre de choses, oui, effectivement, on n'est pas du tout sur la même... Quand vous êtes un géant du hardware aussi, ce qui n'est pas du tout la Russie. La Russie n'a pas d'industrie hardware, elle essaye. Elle a des tentatives de microprocesseurs, de production de téléphones, on reste très très loin de ce qu'on peuvent faire les Américains et les Chinois. La vraie question, c'est à quel moment le gouvernement américain et les agences de renseignement américaines collaborent ou ne collaborent-elles pas avec ces géants, et à quel moment ça passe ou à quel moment ça passe pas. Ça, bon, il y a des spécialistes qui peuvent bien mieux répondre à ces questions. Donc l'idée n'est absolument pas de jeter la pierre aux Russes, loin de là d'ailleurs. Puisque, comme je disais, au moins ils disent ce qu'ils font. Et de toute manière, on n'est pas du tout sur les mêmes rapports de force. Ça n'a rien à voir, vraiment rien à voir. On va prendre encore 2 questions. Bonjour, Alexandre Cosma. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez expliqué que les réseaux des fibres étaient très complexes, notamment en Ukraine, en Russie? Est-ce que ça explique le fait que beaucoup de hackers ou beaucoup d'ingénieurs informatiques viennent de ces pays, d'Ukraine ou de Russie, qui s'exportent bien, qui bossent bien dans d'autres pays, et aussi chez eux? Est-ce que ça joue, ou alors est-ce que c'est un fait complètement à part? Il y a sans doute des relations indirectes, mais ça n'a en soi pas grand-chose à voir, puisque la réputation des Russes et des Ukrainiens d'être de très bons hackers, elle vient d'une situation qui était celle surtout de la Russie des années 90, où on a toujours d'ailleurs une très très bonne formation en développement, en programmation, en mathématiques, sur des ordinateurs soviétiques qui, ne l'oublions pas, à l'époque soviétique, avaient très peu de temps machine, c'est-à-dire que le temps procédural pour exécuter les codes était beaucoup moins important que sur les machines occidentales. Du coup, il fallait quand même bricoler pas mal et faire pas mal de petites galipettes de logique pour arriver à faire marcher son programme. Donc, en fait, vous aviez déjà une certaine excellence, d'une part. D'autre part, la crise économique des années 90 a conduit un certain nombre de personnes, alors soit à s'expatrier en Israël, en Europe, aux États-Unis pour les informaticiens et les développeurs, soit tout simplement à arrondir les fins de mois. Et vous avez un réseau de cybercriminalité qui a été démantelé au début des années 2000, qui s'appelait le Russian Business Network, qui était une véritable mafia basée à Saint-Pétersbourg et qui était beaucoup constitué de gens qui au départ s'étaient lancés dans les arnaques à la carte bleue ou ce genre de choses, voilà, pour payer leur loyer. Et après ça s'est constitué en cybermafia. D'ailleurs cette cybermafia n'a jamais été véritablement démantelée en entier, puisque seule une partie a été identifiée par Interpol. Donc ça n'est pas lié à la complexité de la topologie du réseau russe, hein. C'est deux choses différentes. Une dernière question là-bas. Bonjour, merci, je m'appelle Mélanie, je suis étudiante. Ma question c'est qui cartographie le cyberespace? Est-ce qu'il y a un pôle de recherche dans l'Occident par exemple qui centralise la définition, la cartographie du cyberespace, ou est-ce qu'on voit l'émergence d'autres pôles académiques sur le sujet en Eurasie particulièrement? Très très bonne question. Qui cartographie le cyberespace? Beaucoup de gens et très peu de gens à la fois en fait. Là vous posez une question sur l'organisation de la recherche. L'organisation de la recherche, dans tous les domaines, c'est d'abord une discussion. C'est une discussion entre spécialistes, entre chercheurs, on va se rencontrer pendant des séminaires,
on va discuter des points très techniques, etc. etc. Aujourd'hui, il y a quelques centres qui font ça dans le monde. Vous avez notamment UC Berkeley, le MIT également qui s'y est mis. Vous avez des gens en Grande-Bretagne, le Oxford Internet Institute. Vous avez, enfin bon, il y a tout un tas d'organisations qui existent. En France, il y a l'Institut français de géopolitique, la chaire Castex de cyberstratégie, toutes ces petites structures de recherche, mais la vraie question derrière, c'est qu'est-ce qu'on entend par cartographier le cyberespace? Parce qu'en fait, on entend tous des choses très différentes. Moi, en tant que géographe, la cartographie, pour moi, ça veut dire une chose. Pour un sociologue, ça voudra dire une autre. Pour un historien, encore une autre, etc. etc. Mais c'est aussi ce qui fait la richesse de ces choses-là, c'est que quand on se rencontre et qu'on compare nos travaux sur cette représentation de l'immatériel, on ne part pas du tout des mêmes écoles de pensée, des mêmes traditions intellectuelles, on n'a pas les mêmes objectifs non plus, les mêmes hypothèses à vérifier, et c'est ce qui rend la chose passionnante, mais c'est un petit milieu aujourd'hui. C'est un tout petit milieu. Bien, nous allons rester là. Cher Kevin, je te remercie très chaleureusement. J'ai appris beaucoup de choses ce soir. Je suis sûr que c'est une impression très partagée dans la salle. Merci. J'ai deux choses à ajouter. D'abord, que cet ouvrage remarquable est disponible à la vente juste à la sortie. Et par ailleurs, que l'Observatoire vous invite à la présentation de son rapport annuel qui aura lieu le 19 novembre, c'est un lundi, au bout de la rue, à la bibliothèque Tourguenieff, comme c'est le cas déjà depuis quelques années. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Merci encore. Merci.